l'honorable chef de l'opposition. Mr. Speaker, I'd like to begin by welcoming back all members of Parliament, except one. I'm glad to have this opportunity to talk about the Conservatives' dismal record on the economy. It's been over 120 days since this House last sat. It's been over 160 days since the Prime Minister showed up for work for more than 5 times. Well, Mr. Speaker, we've got some questions for that Prime Minister. À Ottawa, on a un gouvernement en fin de régime qui est en train de fuir ses responsabilités. Il y a 5 semaines, le Premier ministre mettait un cadenas sur le Parlement à nouveau. Depuis 2006, le Premier ministre a prorogé le Parlement pour un total de 181 jours, un record pour un Premier ministre de notre époque, pire même que le bilan de Jean Chrétien au beau milieu du scandale libéral des commandites. Cet automne, les conservateurs n'ont rien fait pour les Canadiens. Rien fait pour aider les chômeurs à se trouver un emploi à temps plein. Rien fait pour aider les familles à diminuer leurs dettes. Rien fait pour inverser la tendance inquiétante des changements climatiques. Et rien fait pour renforcer la sécurité ferroviaire. We all know the reason that the Prime Minister has been avoiding questions. We all know why Parliament has been prorogued. We all know why the return of this House was delayed for another 5 weeks. We all know why he got on Con Air and sneaked off to Brussels. In a word, corruption. There are now 8 senators facing allegations of wrongdoing, and in one case, already a conviction. 5 of those senators are Conservatives. All 5 named by this Prime Minister. Mais bien sûr, la corruption au Sénat n'est pas seulement qu'une affaire conservatrice, c'est vraiment une affaire des 2 vieux partis, les conservateurs comme les libéraux. D'un côté, nous avons les sénateurs conservateurs Mike Duffy, Pamela Wallin et Patrick Brazeau, et d'un autre, le sénateur libéral Matt Harp. Ils font tous l'objet d'une enquête de la GRC, ni plus ni moins, pour leur réclamation de dépenses de déplacement et de logement illégal. La sénatrice conservatrice Carolyn Stewart Olson et le sénateur libéral Rod Zimmer font quant à eux l'objet d'une enquête du comité de régie interne du Sénat. Et n'oublions pas le sénateur conservateur Leo Housakos, qui a été accusé d'avoir violé la loi électorale, ainsi que le sénateur libéral Raymond Lavigne, qui d'ailleurs se fait toujours payer son logement par Ottawa dans une prison de la capitale. Les Canadiens sont en colère, avec raison et pas seulement à cause de la prorogation. Au cours de la dernière année, ils ont assisté à un spectacle désolant où le bureau du Premier ministre tente, de façon pitoyable et désespérée, de cacher la corruption d'un sénateur. Le Premier ministre continue à prétendre que rien n'a vraiment changé. Mais vous savez quoi? Pour une rare fois, il a raison. Ce manque de transparence, cette culture de « tout m'est dû », c'est la façon normale de faire de la politique avec ce Premier ministre. Il avait pourtant promis qu'il mettrait un terme à ce qui était habituel pour les libéraux. En fait, c'est devenu pire. Canadians are sick and tired of corruption and scandal. They're sick and tired of the revolving red and blue doors of liberal and conservative entitlement and corruption. Canadians have had enough. The fact is, Ottawa's broken. The NDP is the only party that Canadians can trust to fix it. Yeah. Now, of course, conservative corruption and scandal doesn't end with the Senate. We have the Prime Minister's parliamentary secretary who's been formally charged for taking and for making illegal campaign contributions. The Prime Minister's chief of staff under investigation for paying hush money to a sitting Conservative senator. And 3 other officials in the Prime Minister's office refusing to answer questions about their own involvement in that very same payoff. We have Senator Irving Gerstein, the chief financial officer of the Conservative Party, not only accused of knowing about that payoff, but of approving it as well, at least until he found out just how much money it would take to buy the silence of Mike Duffy. The list of Conservative scandal and corruption doesn't just end. In 2012,
the Prime Minister's special advisor, Bruce Carson, was charged with influence peddling. In 2011, 4 top Conservative Party officials were charged in the In-N-Out scandal. In 2006, the party president and the party's national director admitted to making a secret $50,000 payment to get rid of an inconvenient Conservative Party candidate. And who could forget 2005 when the Prime Minister's top strategist, Tom Flanagan, offered, quote, financial considerations to a sitting member of Parliament in exchange for his support in Parliament. All in all, under this Prime Minister, 17 senators and top party officials have been accused of ripping off taxpayers, breaking election laws, or making secret backroom payoffs. They aren't low-level staff or minor functionaries gone rogue. These are senators that the Prime Minister appointed himself. They are members of his chosen inner circle, 17 of them in all. Mr. Speaker, this all leads to 2 very simple questions. How did so many people so close to the Prime Minister all get the same impression? That corrupt behavior of this sort is acceptable to the Prime Minister? And when will the Prime Minister finally take responsibility for the climate of corruption he created? And on the second day, he went to Brussels. He didn't even make it to the 7th day. Yesterday, the Prime Minister tried to change the channel on all of this. He asked Canadians to forget about the scandals and mismanagement that are plaguing his government. He tried to convince them he's changed. But watching the Prime Minister sitting there in the Senate yesterday at the very scene of the crime, with the perps down the hall watching television, I can understand why he wants to change the channel. But I don't think Canadians are going to forget that easily. In this case, the elephant is the room. If the Prime Minister wants to convince Canadians that he's changed course, if the Prime Minister wants to convince Canadians that he's ready to clean up Ottawa and clean up the corruption in his own caucus and in his own party and in his own office, it'll take more than words. It's going to take action. Yeah, yeah. Vous savez, Monsieur le Président, après chaque élection, une nouvelle cohorte de députés et d'employés de tous les partis arrive ici à Ottawa. Chacune et chacun d'entre eux se présente avec la meilleure des intentions, avec espoir et optimisme face à l'avenir. Mais pour les vieux partis, quelque part en cours de route, les choses ont changé. Leurs chefs ont oublié qui ils étaient venus servir à Ottawa. Pendant que les vieux partis se battent pour protéger leurs amis bien placés, les familles canadiennes se démènent comme jamais avant pour s'en sortir. De Kamloops au Cap-Breton, de Churchill à Chicoutimi, notre pays connaît des niveaux d'inégalité des revenus jamais vus depuis la Grande Récession. Nous sommes en train de perdre l'économie équilibrée que nous avons bâtie depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'endettement des Canadiens atteint un niveau record. Les emplois manufacturiers bien rémunérés, comme mon collègue vient de le dire, sont en train de disparaître par centaines de milliers. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les salaires de la classe moyenne sont en déclin constant. C'est la première fois que ça nous arrive. Au cours des 35 dernières années, sous des gouvernements libéraux tout autant que conservateurs, le revenu des 20% en haut de l'échelle ont augmenté, mais ils ont diminué pour le reste. 80% de la population ont vu le revenu diminuer. Notre économie a connu une croissance de 147%, mais la famille canadienne typique a vu son revenu réel réduit de 7%. Les libéraux peuvent toujours espérer que les Canadiens vont oublier leurs piètres performances. Ils peuvent toujours espérer que le temps va effacer les souvenirs. Mais ce ne sera pas si facile. Écoutez bien cela, Monsieur le Président. Au cours de ces mêmes 35 années, 94% de l'augmentation, de la croissance de cette inégalité dans notre société, de cette inégalité des revenus au Canada, est survenue sous des gouvernements libéraux. Vous avez bien entendu, 94% la responsabilité du Parti libéral du Canada. À cause de cette incurie libérale, une génération entière
de familles de classe moyenne est au bord de la faillite, croulant sous le poids de l'endettement des ménages. À la fin de l'année dernière, la dette des ménages était 166% de leurs revenus disponibles. C'est incroyable. Mais c'est un record très réel. La dette totale des ménages s'approche maintenant dangereusement des niveaux élevés atteints aux États-Unis juste avant la crise financière de 2008. En fait, la Banque du Canada le décrit maintenant comme, et je cite, le plus grand risque intérieur pour notre économie nationale. C'est davantage qu'un fardeau sur les familles canadiennes. C'est une menace pour notre économie tout entière. Pourtant, devant les millions de familles qui se débattent pour joindre les deux bouts, le seul message que les conservateurs peuvent offrir aux Canadiens, c'est « nous devons nous contenter de moins ». Nos enfants doivent se contenter de moins. Une infime minorité de Canadiens progressent, mais de plus en plus sont laissés de côté. Le coût de la vie continue d'augmenter, mais les bons emplois continuent de disparaître. Nous pouvons faire mieux. Et de ce côté, nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux parce que les Canadiens méritent mieux. What's the conservative response been? Tinkering with a mortgage rule here, saying they'll adjust a lending practice there? Too little, too late. Conservatives have done nothing to rein in the high cost of living for families, nothing to guarantee retirement security for our seniors. They've watched a generation of middle-class jobs disappear, but they've done nothing to create the next generation of middle-class jobs. Mr. Speaker, we can do better. Oh, we will do better, because Canadians deserve better. We're going to rise to meet this challenge. If we're going to start to close the growing gap created by successive Liberal and Conservative governments, we'll have to address all sides of the ledger. That means making life more affordable for families. It means helping workers save and invest for their retirement. It means creating high-quality middle-class jobs. In yesterday's throne speech, Conservatives pretended to adopt some parts of the NDP's Consumer First agenda. Unfortunately, we've heard these words before from Conservatives with nothing to show for it but more broken promises. Were Conservatives putting consumers first when they let credit card companies regulate themselves with a voluntary code of conduct? Or when they enacted a wireless code that does nothing to create new competition or lower cell phone rates? Were Conservatives protecting airline passengers when they voted twice against the NDP's Airline Passenger Bill of Rights? Were they protecting families when they let meat packing plants perform their own safety inspections? Or when they allowed one-person crews to operate trains carrying highly dangerous materials? This selective enforcement of the law isn't just applied in the private sector either. Conservatives have cut $250 million and 3,000 staff from the Canada Revenue Agency. They've eliminated the special team of tax auditors at the CRA who were responsible for investigating organized crime. Little wonder that they sent a $400,000 check to a mafia boss while he was in prison who owed $1.5 million. That's the Conservative record. Unbelievable. Maybe it's because they're planning to make him a senator. They've actually opposed international efforts to crack down on tax havens at the G8. Not surprisingly, today Canada is losing as much as $5 to $8 billion a year in government revenue to international tax havens alone. The fact is, whether it's food inspection and rail safety, or consumer protection and cracking down on tax cheats,
the leadership role that governments once took to protect public interest now takes a backseat to private interests. Les conservateurs, comme les libéraux avant eux, ont succombé aux sirènes de la soi-disant déréglementation. Ils ont démantelé les mesures mises en place pour protéger l'intérêt public en misant plutôt sur l'autoréglementation par les industries. Et on a appliqué cette manière de faire dans tous les domaines. Après des coupes budgétaires de 46 millions de dollars dans la sécurité alimentaire, on a vu se produire le plus grand rappel de viande contaminée de l'histoire du Canada. Et dans le dossier de la sécurité aérienne, on a abaissé les normes sur le nombre d'agents de bord requis à bord des vols de la compagnie WestJet, au détriment des recommandations de l'OACI et au détriment de la sécurité des passagers. Un autre exemple de drame qui aurait pu être évité. Cet été, 47 personnes sont décédées après qu'un train rempli de pétrole de schiste hautement volatile a déraillé et explosé à Lac-Mégantic. Et des experts du Bureau de la sécurité des transports et de Transport Canada étudient actuellement le rôle qu'ont pu jouer plusieurs décennies de déréglementation dans cette tragédie aussi. Where governments once took a leadership role in protecting the public interest, now they protect only private interests. And in so doing, they've sacrificed our long-term prosperity for their own short-term political gain. New Democrats have laid out a clear plan to protect consumers and to make life more affordable for Canadian families. That means limiting ATM fees, cracking down on payday lenders, and giving every Canadian access to at least one no-frills, low-rate credit card. It means protecting small businesses by creating clear rules that prevent credit card companies from using their monopoly power to hit retailers with exorbitant merchant fees. It means protecting drivers from price gouging at the gas pumps. And it means protecting the millions of travelers who are sick and tired of being stuck with the bill for delays and cancellations by passing a real airline passenger's Bill of Rights. Hear, hear. Unfortunately, despite their talk, Conservatives have voted against these measures every step of the way. That's their real track record. Now, the Prime Minister stands before Canadians, a man who's run out of ideas. Well, maybe not today standing before Canadians, but you understand the notion. He's been reduced to stealing our ideas, a practice he stole from the Liberals. It's twice. Not only that, he's been reduced to stealing ideas that he's already voted against. Mr. Speaker, quite frankly, all this is a desperate last-ditch effort to regain the confidence of Canadians. But you know what? It's just too little, it's just too late, and it just won't work. And just to remind our Conservative friends, so that they're not confused this time, if you want a bill to pass, you actually have to vote for it, not against it. Just as families across Canada are facing a steep rise in the cost of living, too many are facing a financial cliff as they near retirement. As many as 5.8 million Canadians, nearly a third of our workforce, will see a sharp drop in their standard of living once they retire. For young Canadians, the situation is even more dramatic. By retirement, as many as 60% of young Canadians will face a drop of 20% or more in their quality of life. Without action now, Canada is facing a retirement security crisis. That's a social debt that we're leaving on the backs of future generations, in addition to the financial and ecological debt that this government's already leaving them. Yet instead of action to strengthen pensions, Conservatives are planning to cut $11 billion out of old age security by increasing the retirement age to 67 from 65. I can guarantee you the NDP government in 2015 will put it back to 65.
Parliamentary Budget Officer reported just 2 weeks ago that far from putting our financial house in order, these Conservative cuts to old age security have simply downloaded costs to provinces and individuals. Le ministre des Finances avait pourtant promis de rencontrer ses homologues provinciaux cet été afin de faire avancer le plan d'amélioration des régimes des pensions publiques au Canada et au Québec. C'était un engagement formel du gouvernement canadien à travers leur ministre des Finances. Il a promis, il a donné sa parole. Pourtant, même s'il y a eu un mois supplémentaire pour le faire, le ministre n'a jamais respecté la parole donnée, il n'a présenté aucun plan et il n'a rencontré personne. Le gouvernement provincial, les syndicats ainsi que la plus grande organisation de retraite du Canada ont tous demandé au gouvernement d'aller de l'avant avec l'amélioration des régimes de pension publique. Ils n'ont rien fait. Mais même le président directeur général de la CBC a déclaré que le gouvernement devait mettre la main à la pâte afin de trouver une solution à la crise de la sécurité de la retraite. Plusieurs sont actuellement convaincus que l'amélioration des pensions publiques est un incontournable. En se traînant les pattes, les conservateurs créent de l'incertitude pour les entreprises, pour les gouvernements et pour les individus. C'est d'ailleurs pourquoi, le mois dernier, mes collègues de Parkdale High Park et de Victoria, nos porte-paroles en matière de finances et de pensions, ont écrit au ministre des Finances afin de lui demander d'expliquer pourquoi il n'avait pas respecté sa parole, pourquoi il n'avait pas eu cette rencontre, pourquoi il n'a pas tenu ses promesses envers les aînés canadiens. Ils l'ont demandé de s'asseoir, de combler le manque à gagner pour créer par des années de compression libérale et conservatrice afin de permettre aux Canadiens de prendre leur retraite en toute dignité. Quelle fut la réponse du ministre des Finances? Silence total. Rien. Eh bien, les Canadiens méritent mieux. Les Canadiens méritent d'avoir des réponses. Et ici, au Parlement, le NPD irait les chercher, ces réponses, Monsieur le Président. Today, in 2013, there are still nearly 300,000 more Canadians unemployed than before the recession. And of the 280,000 jobs that young people lost during that recession, only 50,000 have been recovered. In Toronto alone, this is an incredible statistic. In Toronto alone, a staggering 50% of workers cannot find a stable full-time job. You heard that right. Instead, they're forced to rely on part-time jobs, split shifts, and precarious contract work. Parents are seeing less and less of each other. Children and families are paying the price. Conservatives have repeatedly missed their own targets for economic growth, and on the heels of hitting a new record for household debt reported just last month, the International Monetary Fund has now just downgraded their projections for Canadian economic growth once again. The Conservative solution to all this? Spend $100 million of taxpayer money on economic action plan advertising. That's their solution. Canadians deserve better, Mr. Speaker. Canadians deserve a government with a plan to create jobs for our young people, instead of one that accepts a youth employment rate that's double the national average. Canadians deserve a government that understands the key role that cities play in economic growth and job creation, instead of one that cuts $6 billion in local infrastructure funding, as Conservatives did in their last budget, despite their promises to the contrary. They deserve a government that understands that the only way to increase wealth in a society is to increase knowledge, instead of one that slashes tax credits for research and development, hampering innovation. Canadians deserve a government that works together with the provinces to strengthen skills training, instead of one that tries to impose its will on the provinces from Ottawa. They deserve a government that has a long-term vision for developing our natural resources, instead of a government with a reckless rip and ship approach to resource development, an approach that does nothing to protect our own energy security or help create value-added jobs. Canadians deserve a government that's focused on creating the next generation of middle-class jobs in every region, in every sector, a government that will create a fairer, greener, more prosperous Canada for all. An NDP government will do that in 2015.
But clearly this isn't a government that's focused on building a Canada that's more prosperous for everyone. And nowhere is that more obvious than in this government's approach to First Nations, Inuits, and Métis people. Absolutely. It's been 5 years since the historic residential school apology on the floor of the House of Commons, 5 years since the Prime Minister promised to renew our nation-to-nation relationship with First Nations, Inuit, and Métis people. But what we've seen since that day is unfortunately more of the same. More broken promises, more delays, more cheap talk. For far too long, Liberal and Conservative governments have failed Indigenous peoples in Canada. There's been no partnership, no real consultation, no recognition, no respect, even though our Constitution and international law require them. Instead, all we see from Liberal and Conservative governments to this day is the same old paternalistic father knows best approach. This summer I visited with Aboriginal leaders at the First Nations Summit in British Columbia. These are First Nations leaders who have tried to take a constructive approach to treaty negotiations with this Conservative government, but who simply don't have a willing partner sitting at the table across from them. They've seen government representatives sent to negotiate with a take-it-or-leave-it proposal, rather than a real mandate for dialogue. They've seen the federal government threaten to simply walk away from the table if their demands aren't met. And they've seen demands to renounce and extinguish their inherent rights as the price of reaching a deal, a practice so egregious that it has been denounced by the United Nations itself. All this has resulted in a treaty process that has become so slow that it sometimes seems as if it's ground to a halt. As BC Treaty Commission Chair Sophie Pierre has said, this failed approach has not only produced delays and distrust, it has left a growing number of BC First Nations drowning in debt. First Nations are being asked to mortgage their children's future just to protect their children's inherent rights. This is not just wrong, Mr. Speaker, it's shameful. Nous vivons une ère d'innovation inégalée dans l'histoire du Canada. La capacité humaine est plus grande que jamais et le potentiel de maximiser cette capacité est sans précédent. Ce n'est pas notre capacité, notre potentiel qui fait défaut ici. Ce qui manque, c'est de la volonté politique. Les néo-démocrates croient en un Canada où les gens qui travaillent fort et qui observent les règles vont réussir. Ils croient en un gouvernement à Ottawa qui place l'intérêt public devant ses propres intérêts. Je peux vous garantir, Monsieur le Président, le seul intérêt puissant que l'un quelconque membre d'un gouvernement NPD va jamais avoir à desservir, c'est l'intérêt de la population. Au NPD, nous croyons qu'il faut donner aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin et dont ils ont droit, non seulement pour survivre, mais pour prospérer dans une économie du 21e siècle fondée sur le savoir. Cela veut dire quoi? Ça veut dire offrir des allègements fiscaux ciblés aux compagnies qui créent de l'emploi et forment les jeunes travailleurs, et non des réductions d'impôts généralisées aux entreprises qui déménagent nos emplois outre-mer. Durant tout l'été, j'ai rencontré des jeunes gens qui, plutôt que d'avoir trouvé le type d'emploi stable à temps complet que notre génération a connu, sont forcés de compter sur les emplois mal rémunérés et sur du travail contractuel précaire. C'est honteux. De nos jours, nos jeunes sont mieux éduqués et plus dynamiques que jamais. Mais pouvons-nous dire honnêtement que nous leur donnons les mêmes possibilités que nos parents nous ont laissées? J'en doute. Pendant que la dernière génération d'emplois pour la classe moyenne disparaissait, qu'avons-nous fait pour créer la prochaine génération d'emplois pour la classe moyenne? Cet automne, vous verrez aussi les démocrates continuer de mettre l'accent sur la protection des Canadiens contre les pratiques abusives des compagnies de cartes de crédit et des prêteurs sur salaire, tout autant que contre les frais excessifs d'utilisation des guichets automatiques. Et vous verrez continuer à réclamer une stratégie canadienne de l'énergie qui créerait des emplois à valeur ajoutée, fera la promotion de notre sécurité énergétique et protégera l'environnement. L'échec des gouvernements libéraux conservateurs successifs à agir contre les changements climatiques ne fait pas que menacer notre environnement, c'est toute notre économie qui est en péril aussi. Il est temps d'établir un nouveau plan
de dresser une autre manière de faire, de montrer une nouvelle voie. Il est vrai que les défis qui nous attendent peuvent sembler parfois trop grands. Pour faire face à ces mêmes défis, il faut plus que les paroles vides qui nous viennent constamment d'en face. Mais les néo-démocrates savent que nous sommes à hauteur de la tâche. Et contrairement aux partis du passé, nous allons y arriver. Monsieur le Président, je propose, appuyé par les députés de Parkdale High Park, que la motion soit modifiée en supprimant tous les mots qui suivent, la création d'emplois entre guillemets, et en les remplaçant par condamne le bilan économique des conservateurs qui s'est traduit par 1,3 million de Canadiens sans emploi, des compressions massives à l'assurance-emploi, une inégalité croissante et le transfert de milliards de dollars en tout vers les individus et les autres paliers du gouvernement. Call on the government to introduce a real plan to create high-quality jobs and combat stagnating wages, provide tax incentives targeted to hire young Canadians, improve retirement security through increased Canada Pension Plan, Quebec Pension Plan benefits, and reduce credit card fees charged to small businesses and Canadian families. Monsieur le Président, ensemble, on va y arriver. Bravo. Bravo.